Une erreur commise par la cupidité et l'arrogance qui a permis de capturer un possible tueur en série juste après son premier crime. Dans la plupart des cas de disparition et de meurtre que j'ai déjà couverts ici sur la chaîne, les victimes ont souvent la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment, et qui ont vu leur vie détruite entre les mains d'un inconnu sadique, froid et souvent psychopathe, avec un passé tumultueux. Dans d'autres cas, le crime était motivé par un sentiment fort de colère ou d'obsession, capable de pousser une personne à commettre des actes odieux contre quelqu'un qu'elle connaissait. L'histoire d'aujourd'hui est assez particulière car, bien qu'elle s'écarte du schéma des deux cas, elle reprend des éléments des deux situations. Et en plus de tout cela, l'un des responsables, au lieu de faire comme si rien ne s'était passé, décide tout simplement de raconter tous les détails du crime dans un groupe d'amis en ligne sur Discord. Parce qu'il pensait que, comme personne ne le connaissait personnellement, il ne serait jamais attrapé. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Sam Poss. Samuel Christian Posse est né le 12 juin 1998 dans la communauté de Cary, en Géorgie, aux États-Unis. Fils de Chris et Nicole Poss, Sam, comme on l'appelait le plus souvent, avait aussi un frère nommé Logan. Alors qu'il était encore jeune, la famille a déménagé dans la ville de Perry, également en Géorgie. Alors qu'il était à l'école primaire, Sam a découvert ce qui allait devenir l'une de ses grandes passions dans la vie, la musique. Et cela l'a amené à rejoindre la fanfare de l'école, où il a commencé à jouer des percussions. Pendant cette période, il a également commencé à essayer d'apprendre le piano en autodidacte. Et lors de sa dernière année de lycée, qui était en 2016, Sam est devenu l'un des chefs de la fanfare. En plus de sa passion pour la musique, Sam était aussi un peu geek. Il adorait les films et séries de science-fiction. Les jeux vidéo, il connaissait les bases de la programmation informatique. À cause de cela, il participait à certaines conventions, ce qui l'a amené à se lier d'amitié avec des jeunes d'autres villes, avec qui il gardait le contact via l'application Discord. Sam était décrit par sa famille et ses amis comme un jeune homme doté d'un sens de l'humour aiguisé et sarcastique, mais qui avait aussi un grand cœur et était très responsable. Il n'oubliait jamais de prévenir ses parents quand il allait sortir de la maison ou s'il allait être en retard pour rentrer. Ce qui rend les événements survenus en octobre 2016 plutôt étranges. Le 16 octobre 2016, Chris, le père de Sam, s'est réveillé et a remarqué que son fils n'était pas rentré. La nuit précédente, il était sorti pour aider un ami qui avait quelques problèmes avec son ordinateur. Chris a alors décidé de vérifier son téléphone portable pour voir s'il y avait un message ou un appel de son fils, mais il n'a rien trouvé. Cela l'a amené à contacter des amis du garçon, comme Brayson Gregg, avec qui il avait prévu d'aller à la foire d'État ce jour-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, les foires d'État sont ces grandes foires qui ont lieu pour célébrer. La communauté locale propose généralement diverses attractions différentes, comme des stands de nourriture, des parcs d'attractions, des concours locaux et même des défilés. Tout cela dans le but de promouvoir le commerce local. Brayson a alors contacté d'autres amis de Sam pour savoir s'ils avaient des nouvelles, mais personne n'en avait entendu parler. Chris et Brayson ont décidé d'aller à la foire d'État pour voir si Sam était arrivé là-bas avant eux. Cependant, même après avoir fouillé les lieux et interrogé les gens, ils ne l'ont pas trouvé. Au milieu de tout cela, Chris a, d'une manière ou d'une autre, découvert qui était l'ami que son fils était allé aider, Dakota White. Il est même allé chez lui. Le garçon a expliqué que lui et Sam jouaient ensemble en ligne. Mais pendant la partie, il a commencé à rencontrer des problèmes de jouabilité à cause de quelques bugs sur l'appareil. Étant donné les connaissances de Sam en logiciel, Dakota a demandé à son ami s'il pouvait venir chez lui pour l'aider. Il a même dit qu'il viendrait le chercher en voiture et Sam a accepté. Après avoir résolu le problème dans le jeu, Dakota a dit qu'il s'était proposé de ramener Sam chez lui, mais que ce dernier aurait refusé, disant qu'il préférait rentrer à pied. Les deux se sont dit au revoir et Sam est sorti de la maison, ce qui fut la dernière fois qu'ils se sont vus.
Dakota a conduit Chris à travers la propriété pour chercher le moindre signe du garçon. Ils ont même emprunté un petit sentier qui se trouvait dans le jardin, composé principalement d'herbes, de terre et de pierres. Mais rien n'a été trouvé par les autorités. Qui ? Chris les a contactés juste après cette conversation en réalisant que son fils avait disparu. Des unités cynophiles ont été déployées, et même un hélicoptère a été utilisé pour aider dans les recherches. Des membres de la famille, des amis, des connaissances et même des inconnus se sont réunis en plusieurs groupes pour tenter de retrouver le garçon, qui avait alors 18 ans. Compte tenu de toute cette mobilisation, l'affaire a attiré l'attention des journaux locaux, qui ont également aidé à diffuser la photo du jeune homme. Le 17 octobre, le lendemain du début des recherches, les policiers ont commencé à interroger les proches de Sam pour savoir si quelqu'un avait des informations. L'une des premières personnes interrogées fut Erica Cox, qui était la petite amie de Sam, mais elle a déclaré qu'elle ne savait rien. Et tous les endroits où elle pensait que son petit ami pourrait se trouver avaient déjà été vérifiés. Erica a également déclaré qu'elle et Sam s'étaient récemment séparés car ils traversaient tous les deux des problèmes personnels, ce qui avait fini par affecter leur relation. Dakota a été la deuxième à se rendre au commissariat. En réalité, il avait déjà été interrogé de manière informelle chez lui, le jour même où les recherches avaient donc commencé. Mais ce n'est que le 17 qu'il a fait une déposition officielle. Les enquêteurs avaient confirmé une partie de son histoire. Lorsqu'ils ont accédé à l'historique des conversations sur l'appareil de Sam, ils ont vu qu'il discutait avec un ami via le chat du jeu. Quelques heures après cette première interaction, Dakota a de nouveau essayé de parler à Sam pour lui dire qu'il avait encore des problèmes dans le jeu, mais il n'a pas eu de réponse. Étant donné que la maison de Dakota était le dernier endroit où Sam a été vu, la police a mené une enquête sur place. Là-bas, rien n'a été trouvé, pas même des traces de pas sur le chemin des valises, aucune empreinte. Au cours des jours suivants, la police avait pratiquement épuisé toutes les possibilités qui s'étaient pas présentées jusqu'à ce moment-là. Les recherches qui étaient encore menées par la communauté n'ont pas non plus donné de résultats. Le détail, c'est que Sam est sorti de chez lui sans téléphone portable, c'est-à-dire qu'il était impossible de le localiser via les antennes de téléphonie. La disparition de Sam restait un mystère angoissant, une disparition. Et pourtant, deux indices cruciaux allaient apparaître au commissariat quand la police s'y attendait le moins. Et c'est uniquement grâce à elle que tout le mystère a pu être résolu. Le premier indice est venu du témoignage de Bradley Smith, un élève d'une école voisine, qui s'est rendu auprès des autorités pour rapporter une conversation très inhabituelle qu'il avait eue avec un ami appelé Brandon Warren, dans le bus scolaire. Lorsque Bradley était monté dans le bus, il a remarqué que son ami avait la tête baissée et il est allé voir si tout allait bien. Dès qu'il s'est assis, Brandon a demandé « Si tu découvrais que j'ai fait quelque chose de mal, tu serais toujours mon ami ?» Au début, Bradley a trouvé la question étrange, mais il a essayé d'en savoir plus sur ce que c'était. Cependant, Brandon a seulement dit que c'était un problème avec la loi. Ce n'est qu'après avoir reçu la confirmation que Bradley ne l'abandonnerait pas, même s'il avait commis un crime, que Brandon a avoué avoir participé à un homicide. Il n'a pas donné plus de détails sur l'affaire, mais il a affirmé qu'il était profondément désolé. Les faits correspondent parfaitement. Et l'histoire est devenue encore plus suspecte après que les enquêteurs ont vu les réseaux sociaux de Brandon, où il avait récemment publié des phrases comme « Qui peut t'aimer à part la moisissure qui naît de ton triste cadavre glacé ?» Cependant, il restait un petit problème. Dans l'histoire, Sam et Brandon ne se connaissaient pas et n'avaient jamais eu de contact, ni en personne ni virtuellement. Sam serait-il vraiment la victime de Brandon ? Clairement, il manquait encore une pièce à ce puzzle. Selon Brandon, il a participé à un homicide, laissant entendre qu'il n'était pas la seule personne à avoir fait cela. Donc il s'agirait de cette autre personne, un ami commun aux deux. Et ces doutes ont changé l'enquête de la police. Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne cherchaient peut-être plus un garçon disparu, mais plutôt un corps. La deuxième piste est venue de l'État de l'Oklahoma, grâce à un jeune homme dont l'identité a été gardée secrète.
C'est grâce à elle que la police a confirmé ses soupçons. Il y avait une autre personne dans ce supposé homicide, mais ce témoin a indiqué que ce lien entre Brandon et Sam n'était autre que Dakota Johnson. Pour vous contextualiser sur qui était cette personne que la police a commencé à appeler simplement l'informateur, il faisait partie d'un groupe Discord avec plusieurs autres jeunes, dont Sam et Dakota, qui se connaissaient grâce à un jeu en ligne appelé Rust, auquel le groupe se réunissait souvent pour jouer. Le soir du 15 octobre, ce jeune homme est entré dans un appel avec Dakota, comme d'habitude, et lui a demandé, comme toujours, comment il allait. Il ne s'attendait jamais à la tournure que prendrait cette conversation. En raison du fait que son identité a été gardée secrète, il n'existe pas d'image de son témoignage. Seul l'audio a été rendu public. Dakota s'est connecté en ligne, comme on le faisait habituellement, et j'ai dit « Alors, comment ça va ?» Et il a dit qu'il venait juste de rentrer à la maison et qu'il était vraiment fatigué parce qu'il avait fait quelque chose que je n'allais jamais croire. Alors, j'ai dit « Vas-y, raconte, qu'est-ce que tu as fait ?» Et il a répondu « J'ai tué quelqu'un. » Je n'ai pas cru, mais j'ai continué à écouter son histoire et j'ai dit « D'accord, et pourquoi tu as fait ça ? Tu étais en danger, quelqu'un te menaçait, ou quelque chose comme ça ?» Et il a répondu « Non, je voulais juste savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. » Alors j'ai demandé « Comment tu as fait ça ?» Et il a dit « J'ai appelé quelqu'un pour m'aider avec mon ordinateur et je l'ai aidé aussi. Finalement, je l'ai emmené là où nous l'avons tué. » Quand il a dit « Nous l'avons tué », j'ai demandé « Hein, tu n'étais pas seul ?» Et il a dit « Non, heureusement que mon ami était avec moi. » Je n'avais aucune idée qu'un corps était aussi lourd à porter. Encore sous le choc de ce qu'il venait d'entendre, l'informateur lui a demandé s'il se rendait compte de ce qu'il avait fait et pourquoi il lui avouait tout cela. Et d'une manière froide et sans hésiter, Dakota a réaffirmé qu'il n'avait fait cela que parce qu'il était curieux de savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Et en ce qui concerne l'aveu, il a simplement dit que, puisque cet ami en ligne ne savait pas où il habitait, ni qui il était vraiment, probablement rien ne lui arriverait. Cette confession de Dakota à l'informateur a eu lieu précisément dans la nuit du 15 octobre, exactement la nuit où Sam n'est pas rentré à la maison. Mais comme cet informateur n'était pas de la ville où l'affaire s'est produite, il a fallu quelques jours pour que la nouvelle de la disparition du garçon atteigne sa région, pour qu'il puisse faire le lien et ainsi tout raconter à la police. Avec ces nouvelles preuves en main, le 19 octobre, la police a amené Dakota au commissariat pour un nouvel interrogatoire. Au début, il a maintenu l'histoire qu'il avait racontée auparavant. Cependant, à mesure que les enquêteurs ont mis la pression sur le garçon avec les nouveaux indices, la vérité a commencé à être révélée. Selon le nouveau récit, Dakota avait un ami nommé Brandon Warren, avec qui il échangeait des messages depuis un certain temps. Ils discutèrent de la dégradation de leur santé mentale à tous les deux. Et ils allaient même jusqu'à élaborer des plans pour mettre fin à leur vie en même temps. Cependant, avant de le faire, les garçons voulaient satisfaire une curiosité. Comment serait-ce de tuer quelqu'un ? Dans la nuit du 15, Brandon s'est rendu chez lui. Là, Dakota s'est connecté en ligne et a choisi Sam comme victime du crime. Et il l'a choisi parce qu'il savait que le jeune homme n'hésiterait pas à aider un ami ayant un problème avec son ordinateur. D'après ce que Dakota a raconté, Brandon conduisait la voiture pendant qu'il était assis à l'arrière. Il a laissé de la place sur le siège passager pour que Sam puisse s'asseoir une fois dans la voiture. Et dès qu'ils sont arrivés à la porte de la maison de Dakota, il a commencé à étrangler son ami par derrière en utilisant un câble Internet. Quelques secondes plus tard, Brandon, depuis le siège du conducteur, a sorti un couteau de sa ceinture et l'a poignardé 3 fois dans la région de la poitrine. Pendant l'attaque, le câble Internet s'est cassé, ce qui a forcé Dakota à utiliser son bras pour terminer l'étranglement jusqu'à ce que Sam arrête de bouger. Au début, tous les deux prévoyaient de se suicider juste après le crime. C'est pourquoi ils ne se sont pas souciés du désordre qu'ils faisaient, mais ils ont finalement abandonné l'idée et se sont simplement concentrés sur le fait de cacher le corps. Après le meurtre, Brandon et Dakota ne se sont plus parlé. Le jeune homme a accepté de conduire la police là où ils avaient laissé Sam.
Là-bas, ils ont trouvé la victime dans un coin reculé, au milieu des broussailles, recouverte entièrement par un drap, de la terre et des déchets, ainsi qu'un câble internet arraché. À côté du corps, près de cet endroit, ils ont également trouvé le couteau utilisé par Brandon. Le cadavre était déjà en état de décomposition partielle, mais il était encore... Considération Baneiro potentietat, il avait une connexion. Pela necropsia. À OS et AV. Memberos, apparemment étranger, identifié directement à l'effet, admirable coupable en cas de doute, le lancement de l'ancienne humanité, hasard de réussir. Assim, Dakota et Brand. Officiellement. Détenu à l'aube du 20 octobre 2016. Dans la nuit du 21, les parents de Dakota ont été emmenés au commissariat pour être interrogés, et ils ont confirmé un historique de problèmes de santé mentale. Selon sa mère, Rebecca, Dakota a été diagnostiqué bipolaire à l'âge de seulement 10 ans et a commencé à prendre des médicaments pour atténuer les symptômes. Cependant, même s'il montrait une amélioration significative au fil des années, à 15 ans, il a arrêté de prendre ses médicaments. Mais récemment, il souffrait de dépression et avait même tenté de mettre fin à ses jours. Il l'avait déjà signalé à la police dans sa déposition. Enfin, l'entretien avec le beau-père, Ken, a révélé comment il s'était débarrassé d'une partie des preuves. Selon sa version, son beau-fils lui aurait demandé de l'aider à nettoyer des taches de soda à la cerise qu'il avait renversée dans la voiture. Quand ils ont commencé le nettoyage, Ken a trouvé étrange à quel point les taches étaient épaisses et comment cela ne ressemblait pas à un soda. Cependant, en réalisant ce que c'était vraiment, et même en ayant un peu peur de son beau-fils, il a décidé de ne pas poser de questions et à nettoyer. Une analyse ultérieure du véhicule, menée par l'équipe médico-légale, a révélé qu'il s'agissait en fait de sang. Après avoir été arrêté, Dakota s'était résigné à devoir faire face à la prison, mais il gardait encore l'espoir de pouvoir être libéré. Bientôt. C'est quelque chose qu'il a avoué à sa petite amie de l'époque, Lemia Glover, lors d'un appel passé depuis la prison. Je peux encore être condamné pour agression avec strangulation, agression aggravée. Ça fait encore beaucoup de temps, mais je suis un primo-délinquant. Je ne sais toujours pas combien de temps je vais prendre. Je ne sais pas s'il est possible qu'il ne m'accuse que d'agression aggravée, car il devrait retirer toutes les accusations d'homicide. Ce que j'ai fait n'est pas la cause de sa mort. Dans les prochains mois, les autres devraient aussi tomber, une fois qu'ils auront les empreintes sur le couteau, car je ne l'ai jamais touché. Dès que les résultats prouveront que les empreintes sont celles de Brandon, les accusations tomberont et je ne serai pas accusé d'homicide. Tout ira bien. Je t'aime, mon amour. Je suis content d'avoir pu t'apporter de bonnes nouvelles. Ce n'est pas courant que j'ai de bonnes nouvelles ici. Je rentre à la maison pour toi, d'accord ? Cependant, ces plans ont été contrariés lorsque l'autopsie a révélé que la cause du décès de Sam était l'asphyxie. Les examens ont également révélé que le jeune homme aurait pu se remettre des coups de couteau s'il avait reçu des soins médicaux. Cependant, la pendaison a fini par sceller son destin. Dakota et Brandon ont été jugés séparément, l'un servant de témoin à charge contre l'autre, et même avec les aveux de Dakota. Bien que l'étranglement ait été la cause officielle du décès et que les coups de couteau aient été identifiés comme si l'agresseur se trouvait réellement à côté, tous deux ont plaidé non coupables. Ils étaient jugés pour 6 crimes différents, dont homicide qualifié, agression aggravée, dissimulation de cadavres et falsification de preuves. Il convient de souligner qu'en Géorgie, l'État où le crime a eu lieu, la peine de mort est autorisée. Et, compte tenu des circonstances graves des crimes commis par les deux, c'est probablement la peine qui les attendait. Mais cela ne s'est pas produit à cause d'une demande de la famille de Sam. Depuis son adolescence, Sam donnait son avis sur des sujets qui étaient assez adultes pour son âge. Et parmi eux, il y avait justement la peine de mort, quelque chose à laquelle il était complètement opposé. Il avait déjà plusieurs fois dit qu'il trouvait incorrect qu'un tribunal puisse Decidir tirar a vida de alguém.
et qu'il approfondisse davantage le sujet. Dès qu'il atteindrait l'âge adulte, et peut-être, qui sait, changerait-il d'avis. Ainsi, respectant cette vision de Sam, sa famille a demandé à ce que la peine de mort ne soit pas requise pour aucun des deux criminels. Dakota et Brandon ont été reconnus coupables et condamnés à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Tous deux ont tenté de faire appel de la décision, mais sans succès, et ils restent incarcérés à ce jour. Après tout l'épisode traumatisant qui s'est terminé par les procès Chris et Nicole, dans le but d'honorer la mémoire de leur fils, ils ont créé le fonds de bourse commémorative Sam Post. Un projet qui aide les étudiants partageant la passion pour la musique à payer les frais demandés pour rester dans les groupes et qui les aide également à couvrir certains frais liés au début de la vie universitaire. Un autre fait triste dans toute cette histoire, c'est que Chris a dû démissionner de son emploi, car il travaillait au service informatique d'un hôpital. Et comme il était très souvent en contact avec des câbles Internet, il ne pouvait plus continuer à travailler sans être constamment rappelé que c'était cet objet qui avait été utilisé pour ôter la vie de son fils. Je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur l'endroit où il travaille aujourd'hui, mais je crois que c'est dans un domaine totalement en dehors de la technologie. Des cas comme celui-ci sont vraiment difficiles à croire qu'ils se sont produits. Deux personnes qui ont ôté la vie d'un innocent juste pour satisfaire une curiosité sadique. Et la victime, un jeune homme gentil qui, en récompense de son altruisme, a perdu la vie. Et qui, même après tout cela, c'est son bon cœur qui a empêché ces assassins de connaître le même destin.